J'ai 52 ans et j'ai été diagnostiquée HPI puis autiste il y a 2 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. Je suis diagnostiquée adulte. Moi, j'ai été diagnostiquée il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, donc à l'âge de 50 ans, donc autiste Asperger. Donc ça change rien à ma vie. Je m'en doutais un petit peu depuis quelques années. Ça va pas effacer non plus tout ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, tout ce qui a pu être positif ou négatif. Maintenant, ça me permet aussi de mieux comprendre ce qui a pu se passer auparavant. Je pense que quand même, ça m'a fait du bien d'être diagnostiquée. J'ai passé donc les bilans neuropsy au mois de septembre 2021. Et bien évidemment, au mois d'octobre, je suis allée chercher les comptes rendus. Et là, on me dit, en fait, le bilan est positif. Et là, mon monde s'est effondré. Vraiment. Je me suis dit, en fait, pendant plus de 50 ans, j'ai vécu dans l'illusion d'être quelqu'un que, fondamentalement, je ne suis pas. Dès que je suis tombée sur des documents, je les lisais, etc. Et un jour, je suis tombée sur un document qui parlait des femmes autistes. Je n'avais pas conscience avant de cette existence. Moi, pour moi, il y avait mon fils. Et dans la liste des symptômes de l'adolescence, je me suis retrouvée dans tous les points. Et du coup, je suis allée voir la psychologue de mon fils en lui disant que je pensais être autiste et que je voulais être diagnostiquée. Et la psychologue m'a dit « Non, vous n'êtes pas autiste, vous êtes HPI ». Alors je lui ai dit « On peut faire le diag si vous voulez ». Moi, j'y croyais pas. Et donc oui, effectivement, il se trouve que je suis HPI. Mais par contre, j'ai quand même insisté en lui disant « J'ai quand même des particularités qui me font vraiment penser que je suis également autiste ». Donc elle a commencé à creuser un petit peu. Puis elle s'est rendue compte que oui, par exemple, l'interprétation des émotions dans le regard des gens, ça me mettait complètement en panique et je comprenais rien du tout. Donc elle m'a envoyée vers une psychiatre qui m'a fait passer les tests pour l'autisme. Ça s'appelle un autisme compensé puisque je l'ai découvert à 50 ans et que j'ai à peu près bien vécu quand même jusque-là. Malgré tout, j'ai des galères et maintenant je comprends pourquoi j'ai eu toutes ces galères quand j'étais plus jeune. Je me suis tout le temps sentie en décalage, beaucoup en décalage comme ça, et tout au long de ma scolarité. Et puis, donc c'est ce qui m'a amenée en fait à beaucoup observer les gens très très jeunes. Je les ai beaucoup observés de façon à les comprendre et apprendre aussi. Maintenant, je mets d'autres mots dessus, mais de cette normalité dans laquelle moi je ne me retrouvais pas du tout. Je cherche des réponses depuis que je suis petite. Pour le coup, je pense que je suis une vraie chercheuse sociale. Enfin, tu vois, le terme de sociologue ou d'anthropologue, il est assez juste, parce que je cherche à comprendre l'humain, mais je pense qu'à travers ça, j'ai cherché à me comprendre, en fait, et à comprendre pourquoi je fonctionnais si différemment des autres, et pourquoi j'étais souvent dans des incompréhensions, en fait, parce qu'il y en a eu plein. Il y a eu plein d'incompréhensions dans ma vie. Très souvent dans mon parcours, j'ai pensé que j'étais folle, en fait. Folle, inadéquate, pas à ma place, incompréhensible, beaucoup de dénigrement en fait. Jamais assez bien, jamais assez. Et toujours se comparer à l'autre en fait, se dire eux s'ils font comme ça c'est que c'est normal en fait. Donc moi je vais faire pareil. Sauf que non, faire pareil c'est pas du tout la bonne solution. Je crois que pendant beaucoup d'années, j'ai beaucoup pris sur moi. Et j'ai voulu montrer quelqu'un, c'était pas moi en fait. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, il y a des personnes, quand j'ai parlé du diagnostic, qui m'ont dit, ça m'étonne pas. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah bon. Voilà. Et parce que je crois que quand on est en plus une femme, on arrive vraiment à le cacher. Et moi, en faisant le diagnostic, on m'a parlé de femme caméléon, parce que je ne connaissais pas ce terme. Et on m'a dit,
Les femmes arrivent vraiment à le cacher, à savoir ce qu'il faut dire à quel moment, alors même si des fois on a des loupés. Moi-même dans des conversations, je me rends compte que des fois je vais rire, mais en décalé, enfin complètement décalé comparé aux autres. Et il y en a qui vont, quand tout le monde rit en même temps, souvent moi je ris pas. Alors là je me force. Et comme des fois je sais pas non plus l'attitude qu'il faut avoir avec des personnes, je me dis souris, comme ça passe bien. Je rentre dans cette espèce d'automatisme de faire, en fait. Il faut que tu fasses, c'est comme ça qu'il faut faire. Les autres, ils font comme ça. Donc toi, tu devrais faire pareil, en fait. Aujourd'hui, je le considère, en fait, comme du mimétisme. J'ai toujours réussi à détecter ce qu'il fallait faire pour être intégré dans tel groupe ou tel groupe. J'ai passé un peu comme un sociologue ou un anthropologue énormément de temps à étudier pour comprendre, pour arriver à m'intégrer. En fait, c'est comme ça que j'ai réussi à développer des outils. Et du coup, là aujourd'hui, dans une soirée, je sais à peu près qui fait quoi. Enfin, c'est un peu comme si je vois les gens en fait par rapport à leur attitude. Je vais savoir plutôt dans quelle catégorie sociale ils vont travailler. Enfin, je sais détecter qui a des liens ou pas, mais c'est juste des années de travail en fait derrière et d'observation et d'analyse. Je suis pas médium, on pourrait croire, mais en fait pas du tout. C'est juste de l'hyper-analyse et ça a été mon outil en fait pour survivre dans un monde dans lequel je me sentais pas forcément adaptée, il a fallu que je m'adapte en fait, et je me suis suradaptée comme ça, et c'est comme ça que pendant des années en fait je passais sous les radars, et encore maintenant je sais faire, sauf que ça prend énormément d'énergie. Dès l'enfance, j'étais très très timide selon les médecins. J'étais très timide et pour mes parents et tout, donc je ne parlais pas. Je ne parlais pas jusqu'au très longtemps. Je ne parlais pas. Peut-être j'ai parlé aux choses basiques que j'avais besoin de parler. Je veux de l'eau, je veux manger, je veux ça. Mais pas plus que ça, pas plus que ça. Des gens, j'avais même pas envie de parler. Je ne parlais même pas. Ce que je me rappelle aussi de l'école primaire, c'était les jeux de balles, de groupe, etc. Très compliqué pour moi. Donc souvent, je me mettais à pleurer parce que je ne voulais pas y participer. Donc j'étais considérée comme une enfant hypersensible, voilà. Qui voulait pas participer à rien du tout, une sauvage quoi. En fait, depuis toute petite, il y a toujours eu cette connotation que j'étais réservée, sauvage, froide, distante, non accessible, mais très intelligente. On m'a toujours dit que j'étais bizarre. À l'âge de mes 13 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide. Puis après, il y a l'adolescence qui s'est posée, j'avais du mal vraiment avec les groupes, c'était la période aussi où tout le monde tombe amoureux, et en fait moi ça ne m'intéressait absolument pas et je comprenais pas en fait pourquoi tout le monde voulait, en fait toutes les filles elles voulaient avoir un copain en fait. Pour moi c'était vraiment très abstrait. À 16 ans, de nouveau j'ai fait une tentative de suicide parce que encore une fois je ne comprenais pas le monde dans lequel j'étais en fait. J'ai commencé aussi à avoir des crises de boulimie. Alors j'étais boulimique anorexique, voilà, je maîtrisais à peu près mon poids, mais par contre, et maintenant je sais que c'est parce que justement, en société par exemple, comme j'étais pas mal à l'aise dans les repas de famille par exemple, je mangeais pour ne pas avoir à parler. Là aujourd'hui je suis fumeuse, c'est très bien, il faut sortir de la salle, et quand je suis en surcharge, je vais fumer. Socialement parlant, c'est vrai que j'ai du mal à créer des liens. Donc si quelqu'un avait l'air de dire qu'il tombait amoureux de moi, j'y croyais. Je me disais chouette, je vaux quelque chose.
J'ai toujours pensé que les gens ils sont très gentils et je savais pas jusqu'à quel point je peux avoir confiance ou pas parce que j'avais surtout pas confiance ou j'avais trop de confiance. Le tram et le métro, c'est des zones d'enfer pour moi. Je suis hypersensible aux émotions et aux gens autour. En fait, je suis une éponge, je sens tout. Et le tram et le métro, c'est des lieux d'enfer parce que 90% des gens sont malheureux, ça les gonfle d'être là et je ressens tout ça en fait. Et c'est amplifié et j'ai dû sortir plusieurs fois du tram ou du métro avant ma destination parce que je tenais plus. Mais je tenais plus, c'est pas... j'ai plus envie, c'est que je tiens plus physiquement. C'est que je vais me mettre à trembler, je vais avoir la nausée, enfin j'ai juste envie de mourir en fait parce qu'en fait j'ai absorbé tous les malheurs du monde quoi, alors que enfin du monde autour de moi, pas de la planète hein, mais et que merci en fait, non merci. Émotionnellement, je me sens 100% du temps dans un espace de neutralité. C'est tout un effort pour moi de me connecter à mes émotions. C'est un travail en fait, c'est pas naturel. Vraiment, ce qui me dérange le plus sont les bruits qui, pour certaines personnes, sont inaudibles. Après, moi, je suis très sensible aux odeurs. Les bruits des néons, c'est quelque chose que j'entends. Les tableaux électriques, je les entends. Même l'électricité avec une porte fermée, j'entends l'électricité. Donc c'est quelque chose que les gens n'entendent pas, mais moi, ce sont des bruits qui, au bout de... Alors, si je suis quelque part et que ça dure que quelques minutes, ça va. Si ça doit durer quelques heures, c'est quand même assez épuisant. Quand je suis dans un magasin, je me sens comme attirée et aspirée comme dans un tourbillon. C'est-à-dire qu'il y a... pour vous dire comment je me sens ivre, comme si j'avais des vertiges et que j'avais une sensation de tomber à la renverse. Ça me fait ça parce qu'il y a tellement en fait de bruit que ça m'est insupportable et tous les bruits me sont insupportables. C'est-à-dire que des plus petits aux plus forts, moi je les perçois exactement pareil. Moi, mon corps, j'en ai pas conscience. Et donc, je me prends toutes les portes, je me prends tout... voilà, quand je pose un verre, j'ai pas conscience que la table est à côté, je fais tomber le verre. Parce que j'ai pas vérifié, parce que pour moi, j'avais estimé la distance avant. Je dois faire très souvent des scans des corps pour savoir, est-ce que tu as transpiré? Ça c'est la transpiration. Donc, ça veut dire que tu avais chaud. Donc j'avais peut-être 3 pulls parce que je ne sais pas si j'avais trop mis des vêtements par rapport à la température. C'est ce que ça correspond. J'ai pas de repères et des choses qui me vont dire il fait froid, ok il faut s'habiller plus. Ok je ressens de froid. Oui je peux sentir des fois est-ce que j'ai froid, mais il faut que j'ai réfléchi avant. J'ai pas ces repères. L'espace-temps, c'est un truc de dingue. J'étais avant de les diagnostics, j'étais tout le temps complètement décalée. Et quand les gens ils parlaient d'un thème, j'écoutais beaucoup. Et quand j'avais des questions à passer ou quand quelque chose s'est passé, je revenais dans l'histoire et j'ai dit les choses et c'était complètement voilà. J'étais en colère peut-être 3 jours après. Dès quand ça passait quelque chose. J'étais jamais en même temps. L'espace-temps, je ne les comprends pas. Voilà, je ne les comprends pas. Et c'est grâce au timer, que les choses s'écrivent, j'arrive à formuler que je suis où je suis dans le temps où je suis. Et le temps, c'est la bataille, tout le temps avec moi-même, tout le temps. Parce que moi, j'aime tout faire avec tout mon amour. Tout ce que j'ai fait, je vais faire avec tout mon... avec un joie, avec ça. Et quand je me rends compte, peut-être ils sont passés 5 heures.
Mon cerveau, il fonctionne tout le temps qu'en hyper-analyse, en fait. Et je dis souvent, pour moi, les choses compliquées sont simples, et les choses simples sont compliquées. Mais c'est vraiment, si je dois le résumer, c'est vraiment ça. Bon, moi, il faut savoir que pour moi, contacter quelqu'un, ça me demande beaucoup d'énergie et de préparation. Si je suis avec une seule personne qu'on discute, je suis à l'aise. S'il y a beaucoup de monde, je le suis beaucoup moins. Parce que, d'abord, je ne sais jamais quand je dois prendre la parole. Je ne sais jamais ce que je dois dire. Je ne sais jamais si ce que je dis, ça va dans la suite de la conversation qui était déjà en route. Et puis, j'avais tout le temps l'impression d'être en décalage. C'est-à-dire, quand les gens parlaient certaines choses, moi, je n'en voyais pas l'intérêt. C'est-à-dire, je me disais, mais pourquoi on parle de ça ? Aussi bien, je vais être intimidée, mal à l'aise et intimidée si je suis autour d'une table et que chacun doit parler de sa vie, de ses petits trucs comme ça, je ne vais pas être à l'aise. Aussi bien, s'il y a autant de monde et que je dois présenter un projet, quelque chose que j'ai travaillé, là, je ne serai pas du tout mal à l'aise. Moi, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec les personnes qui parlent sans filtre. Et qui sont assez directes. Toutes les personnes qu'on dit brut de décoffrage, moi ça me va très bien. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, t'as vu comment elle parle ?» Alors moi, ce sont celles que je comprends le mieux. Et après, toutes les personnes qui parlent avec des sous-entendus, alors là, ça m'est quand même assez très compliqué. Une personne, ça va. 2, à la limite. Mais quand on dépasse le groupe de 4-5, en fait, à l'intérieur de moi, en fait, c'est Tchernobyl, parce qu'en fait, je ne sais pas où donner mon attention, en fait. Du coup, je suis incapable de participer à la conversation, parce qu'en fait, je prends toute mon énergie pour comprendre ce qui est en train de se passer dans l'interaction. Et à un moment donné, je ferme les rideaux. Et quand les rideaux sont fermés, je les relève pas. Donc là, c'est plus d'échange, plus de contact visuel, c'est rien quoi. On peut rien me demander. C'est là que je deviens froide et distante en fait. Et je commence à bâiller et j'ai juste envie de me barrer en fait. C'est l'instinct de fuite. Quand c'est trop, c'est moi en tous les cas, c'est ce qui m'habite. C'est que j'ai juste envie de partir. La fatigabilité est quand même quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Et je souffre encore. Alors, je suis quelqu'un qui a été toute ma vie hyper contrôlante. J'ai toujours tout contrôlé. Tout. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que toute forme d'imprévu est juste pas possible pour moi. J'ai besoin de savoir à l'avance exactement comment et quand ça va se passer. Et donc, du coup, comme maintenant je sais pourquoi je fonctionne bizarrement, je suis en train de mettre en place des outils pour m'aider à mieux vivre tout ça. Tout prend du sens maintenant. Et j'arrive tout juste, après tout ce temps, en fait, à accepter le diagnostic et me dire, en fait, c'est bien que tu l'aies fait. Et je pense que je ne comprenais pas pourquoi je me sentais... Donc les gens me disaient que j'étais bizarre, mais je me sentais différente aussi depuis toujours. Et pourquoi j'avais des façons de voir le monde et de l'appréhender, de le comprendre, qui me semblaient différents de la normalité. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre pourquoi en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et se dire, ok, t'es comme ça et c'est ok en fait. La vie change pas, mais c'est un peu comme si on mettait de nouvelles lunettes et on voit tellement d'autres choses et on comprend. Bon, comme moi, c'est assez récent, je suis encore dans cette phase d'hyper-analyse où on me dit il y a tout qui s'éclaire. Pour moi, c'est très important cette histoire d'avant les diagnostics et après. Mais c'est tellement important que je veux raconter que pour moi, après les diagnostics, c'est très important parce que là, je trouve que c'est comme les meilleures versions de moi-même dans ce monde, dans ce film que j'ai vu, je sais pas quoi là. C'est hallucinant parce que ça m'a mis des mots partout. Ça m'a mis d'explications. C'est comme s'ils m'ont tourné un livre et ils m'ont dit « Ah ben attends, mais t'es en train de lire à l'envers la vie. » Et j'ai dû prendre tout, qu'est-ce qui m'a passé, et les relire tout, et réexpliquer tout. « Ah ben regarde, t'as passé ça parce que
Donc il avait des logiques très mathématiques. Écoute, c'est normal. Toute cette explication qu'ils m'ont expliqué de l'autisme, tout ce camouflage que j'ai fait, toute cette énergie qui est donnée à rien, c'est comme dire « Oh non, j'ai passé 50 ans de ma vie à rien comprendre, que personne n'a venu comprendre. » Là maintenant, j'ai envie de le dire et dire « Écoute, je suis autiste. Et oui, et ça ne se voit pas du tout.